et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on réfléchit sur l'actualité de la semaine, on la commente, on donne notre opinion, on argumente. Et cette semaine, on reçoit à nouveau Joanie Riendeau, qu'on est heureux de voir. Bonjour Joanie. Bonjour Pierre. Ça va bien? Oui, une belle grosse semaine qu'on a eue. Grosse semaine, tempête? Tempête. Tempête et Saint-Valentin. Non, mais quand même. Quand même. Après avoir pelleté, on s'est câliné. Oui. Bon, qu'est-ce que tu as fait pour la Saint-Valentin? La Saint-Valentin, ça a été petite bouchée en avant d'un film, collée avec mon chum puis ma petite cocotte. Oh, On y va simple. super, c'est chouette. On va en profiter. Puis qu'est-ce que tu as fait pendant ta tempête? OK. Je peux juste répondre rapidement. Oui. Déneigez votre abri d'auto. Ceux qui me connaissent savent pourquoi. Bon, je pense que son abri d'auto est tombé sur son auto. Bon, je dis ça de même. Moi, durant la tempête, j'ai fait un gâteau au fromage. Et hier, pour la Saint-Valentin, on l'a mangé. Ah! Hein? Quand même. La suite dans les idées, c'est bien. La suite dans les idées. Commençons avec l'actualité. Oui. Je veux commencer par parler. Il y a eu une manifestation surprise des infirmières au bureau de la direction du CIUS. En fait, l'idée, c'est qu'ils sont arrivés, ils ont bloqué la possibilité aux cadres de sortir de leur bureau pour leur passer le message. Vous aussi, un soir de Saint-Valentin, vous allez faire du temps supplémentaire. Bon, après quelques heures, les policiers sont intervenus, ils ont fait sortir les cadres, mais je trouve que le message envoyé est clair. Je pense qu'on ne réalise pas, puis qu'il y a peu de gens qui accepteraient ça, là, de faire du temps supplémentaire. Il ne faut pas oublier, pour les infirmières, là, le temps supplémentaire ne compte pas sur leur temps de disponibilité, donc ils doivent être disponibles même s'ils ont fait du temps supplémentaire, que ça ne compte pas pour leur ancienneté, qu'au bout du compte, oui, ils sont payés plus, mais je peux vous dire que l'impôt sont heureux de leur en couper plus aussi. Il y a pas beaucoup de avantages. Et aussi, tu as une famille, là. Il faut que tu fasses des 16 heures de travail. Il racontait l'anecdote d'une madame qui prenait sa retraite, c'est son dernier chiffre. Puis ils ont obligé de faire du temps supplémentaire. Un beau 16 heures pour terminer. Toute sa famille l'attendait à la maison pour fêter. Oh non! Wow! Mais t'en penses quoi de ça, toi? Je trouve que c'est tellement une bonne idée. Sérieusement, c'est une manifestation pacifique qui fait passer un message clair. J'ai trouvé que ça passait un petit peu trop sous le silence, selon moi, parce que ça vaut la peine qu'on parle de ces manifestations originales-là, non violentes. Oui, les policiers ont dû intervenir, mais ça m'aide vraiment dans la puissance, dans la position que les infirmières sont souvent présentes. Oui, c'est des gens qui sont en administration, eux autres, c'est une 9 à 5, qui sont dans la gestion administrative. Mais les infirmières, parce qu'ils sont avec les patients, souvent 169 patients en même temps pour une infirmière au Québec, en moyenne. En moyenne. Oui, pas mal de monde. Là, on demande à des cadres de rester dans votre bureau, continuer à travailler. Nous autres, on doit le faire, montrer l'exemple. Puis là, eux autres, ils sont plus choqués. Je pense que ça va remettre de leur côté. Puis, ce que j'aime pas là-dedans, c'est que, mettons, on va se rapporter, là, il y a 1 an, 2 ans, on avait exactement le même débat sur cette problématique qui est grave, qui est complexe. Ouais. Pour ces braves infirmières là, qui font un travail exceptionnel, qui n'est pas facile, c'est la santé des gens là, qui en dépend. Là. Tu sais, leur erreur professionnelle qui peut arriver après 16 heures de travail, tu es fatigué. Là. Moi, Leur santé. Ben oui, non, leur santé, la santé des patients. Ça, c'est compliqué. Il y a 2-3 ans, on en parlait déjà, on en parle depuis vraiment longtemps, mais on dirait que ça empire depuis la réforme Barrette. Je ne sais pas si c'est ta perception, on dirait qu'on les voit plus, ou peut-être que là, ils sentent qu'ils ont une fenêtre avec le nouveau gouvernement où ils peuvent se permettre peut-être de faire des demandes pour tenter de régler le problème une fois pour tout. Mais c'est comme l'attente des urgences, on dirait que c'est un problème qui est récurrent. Bien, l'impression que j'ai, puis ça a été confirmé par quelques infirmières, je ne sais pas si c'est l'ensemble de la population de ces professionnels-là, mais c'est moins tabou. Mais eux aussi, par la réforme, ils ont tellement l'impression d'être dénigrés par le gouvernement. Ouais. C'est surtout ça, parce que oui, il y a une réforme au point il y a des besoins en ressources humaines. Mais de se faire dire, t'es capable de faire de l'overtime, tout est sur leurs épaules. T'sais. Avec l'augmentation des salaires des médecins, vient un ras-le-bol, un ras-le-bol de la part des infirmières qui font énormément de travail, puis on voit que c'est... Puis les médecins font énormément de travail aussi. Mais c'est un autre genre de travail. C'est un autre genre de travail. Comme on m'a déjà dit, le médecin diagnostique, l'infirmière soigne. Oui. Donc, il y a comme un dénigrement, il y a un ras-le-bol, une accumulation de plusieurs gouvernements qui est arrivé. Plusieurs gouvernements, je ne sais même pas à partir de quelle année ça a commencé, puis à quel point c'est une grosse machine qui prend beaucoup d'argent, mais qui est essentielle. Oui, puis là, ça va prendre plus d'infirmières, mais partout, là. Fait que je ne sais pas comment on va réussir à faire ça. Et c'est pas comme s'il manquait d'infirmières en formation.
Présentement, c'est plutôt au niveau de la gestion des ressources humaines au gouvernement du Québec, on a un ratio par secteur, par région, par hôpital, par CIUS, par organisation. Mais quand on voit que le ratio d'embauche est encore trop petit pour répondre à la pénurie, oui, il y a des questions financières, oui, c'est une question complexe. Ça ne doit pas être donné, là? Non, puis le présentéisme, l'absentéisme, la maladie. Le pire cas que j'ai vu au niveau des infirmières, c'est une amie à moi qui travaille là-dedans qui m'a expliqué que c'était un médecin de l'hôpital qui devait contre-vérifier l'examen médical de son médecin de famille qui disait qu'elle devait prendre un arrêt pour burn-out. Mais c'est un médecin de l'hôpital où elle travaille. Donc, le médecin, il a une influence. Il dit, on manque d'infirmières, tu es la 4e à faire un burn-out, tu peux pas partir. Le taux de suicide chez les infirmières, là. Je vous inviterais à vous renseigner là-dessus si vous ne connaissez pas. On en voit souvent un petit peu dans les journaux, là, une fois de temps en temps, mais il y a des statistiques qui existent là-dessus. Je ne les ai pas, mais présentement, mais c'est quelque chose qu'il faut se renseigner. C'est affreux, vraiment, à quel point... En plus, c'est une vocation, là. Oui. Tu es dans le sang, tu es dans les maladies, tu mets souvent ta santé en danger à soigner des personnes qui sont malades. On parle vraiment de la sédicile, toutes les maladies comme ça. Puis, tu n'es pas tant payé que ça. Oui, tu as une bonne paye, mais les conditions de travail... Ben non, puis quand tu regardes, mettons, si on fait le rapport avec un médecin, je veux dire, là, c'est tout à rien, là. Mais c'est des vocations, c'est des gens que... Moi, je sais que je ne serais pas capable de faire ça. Non plus, j'ai peur du sang. Déjà, ça part très mal, là. Mais pour le reste... Puis maintenant, en plus, que pour avoir des bonnes conditions de travail, il faut que tu fasses ton bac. Ce qui est encore pas, là, quand tu as fait ton bac, tu es une super infirmière, tu n'as pas nécessairement les responsabilités que tu serais capable de prendre. Un bac, c'est pas une super infirmière. Non? Non, c'est une infirmière bachelière. Okay. Une super infirmière, ça peut aller jusqu'au doctorat. Ils vont se spécialiser, par exemple, en médecine de famille. Et quand ils font un diagnostic, il doit toujours être confirmé par un médecin. Les super infirmières, on les voit dans les cliniques, par exemple, où, suivi de grossesse avec un médecin. Donc, ça permet à un médecin de voir plus de patients, d'avoir plus sous sa responsabilité. Ou encore, les grippes, les petits rhumes, qu'on va voir avec les enfants. Puis, quand on a quelque chose d'un peu plus complexe, c'est le médecin qui va venir faire un diagnostic, mais ça aide à alléger la tâche des médecins. Oui, puis ça règle pas... Bien, je me suis trompé sur le niveau d'éducation, mais ça reste que les super infirmières, ils n'ont pas les responsabilités qu'ils sont capables de prendre parce qu'on leur donne pas tout ce qui serait... Ils pourraient en faire plus, là, en fait, si on... En tout cas, selon ce que moi j'ai perçu, là. Bien, faut pas... Oui, l'ordre des médecins est une chasse gardée. Ah ouais? Soyons étonnés! Oui, c'est une chasse gardée. Cependant, il y a énormément de responsabilités face à ça. Donc, oui, je comprends. Moi, je pense que c'est une bonne alternative parce que les super infirmières, c'est encore très nouveau. Ça n'a même pas 20 ans comme concept. Et c'est quand même encore très nouveau dans notre réseau de la santé. Ça permet de mieux connaître et de voir jusqu'où en situation réelle, ça peut aider. Mais le simple fait que des cliniques en Ontario ont 20 super infirmières, un médecin. Ça veut dire 20 fois plus de patients sous la responsabilité d'un médecin grâce à des super infirmières. Ouais. C'est extraordinaire, selon moi. Ben non, c'est ça. Puis c'est valorisé avec des bonnes conditions de travail. Mais on pourrait rentrer du côté des pharmaciens aussi qui peuvent faire des choses. Il y a plein de manières, je pense, pour aider le système de santé. On est en train de dériver un peu, mais... je pense que c'est important. On a toujours à parler du système de santé. Ouais. Mais, par exemple, moi, c'est devenu un réflexe. Le réflexe qu'on devrait prendre, puis j'ai une petite fille de 8 mois à la maison. Donc, le réflexe, c'est le 811, donc Info Santé. Ensuite, l'infirmier. Bien, pas l'infirmier, le pharmacien. Donc, il y a des pharmacies ici où il y a un infirmier qui vient, qui peut aider. Moi, quand j'ai eu ma césarienne, il m'a aidé à trouver le bon bandage, puis tout. C'était vraiment extraordinaire. Puis une fois que le pharmacien est fait, quand c'est des petits bobos, là, je peux aller à l'urgence si j'ai pas une place dans ma clinique.
Mais on vient de sauter des étapes, on vient de faire des étapes qui permettent énormément de diminuer les salles d'urgence. Mais je dois dire qu'à chaque fois que j'ai été aux urgences à Dolbeau-Mistassini, je félicite, moi, c'est mon expérience, mais j'ai pas vu des petits cas. C'est pas des gens qui sont là pour rien. Mais il reste une réalité, OK? Moi, mettons, je suis déjà allé chez le pharmacien en premier, puis on me dit, on savait, moi je savais ce qu'il y avait, le pharmacien savait ce qu'il y avait, mais il ne pouvait pas me donner de médicaments parce qu'il fallait qu'il voie un médecin. C'est une conjonctivite, là. C'était pas une fracture ouverte. Fait que là, il me dit ça. Fait que là, après ça, tu essaies d'avoir un rendez-vous chez ton médecin. Là, c'est comme, ben oui, dans 3 semaines. Bon, ben là, on va à l'urgence pour attendre 6 heures pour avoir un papier qui ça prend 2 minutes à diagnostiquer. Là. Il le regarde, fait conjonctivite, signe un papier, donne un papier, retourne chez le pharmacien, 6 heures plus tard, on a la petite crème. Ouh! Belle journée. T'aurais pu aller chez ton ophtalmo. Non, parce que j'en ai pas. Ah! Ah ah! Bon, j'ai encore pris au piège! Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on s'entoure des bons professionnels, c'est des solutions temporaires. On va se le dire, bien franchement, le système, c'est des solutions temporaires. C'est pas à l'épreuve de tous les bobos. Mais ça vient quand même, tu sais, moi, un jour, j'ai eu, pendant que j'étais enceinte, la grippe H1N1. Et oui, enceinte. Tu as le droit de rien prendre déjà à la base. Bien, merci à mon pharmacien qui m'a guidée vers les médicaments que j'avais le droit de prendre, qui m'a permis de passer au travers, puis de ne pas me faire dire « T'es donc bien paresseuse ». Non, j'étais juste pas capable de me lever avec les bons médicaments. Oui, je passais à travers la grippe, pas de médicaments. Là. Pas facile. C'est clair. Bon, ben on n'a pas fait le tour, mais au moins on en aura parlé. Hein, on aura un peu étalé notre vie en même temps aussi. J'ai pas de problème avec ça. Non, moi non plus, on est là pour ça. Pénurie de foin. Là, on disait pourquoi il me parle de foin? Il n'y en a pas de foin. Oui, mais cet été, on savait, il y a eu une sécheresse, c'était exceptionnel. Les cultivateurs n'ont pas été capables d'engranger le foin qu'ils ont l'habitude, donc ils ont été obligés de l'acheter. Mais la situation est pareille partout. Donc, acheter le foin est maintenant presque 3 fois le prix qu'il était l'an passé. Des agriculteurs vont être obligés soit de s'endetter, soit de vendre une partie de leur cheptel, soit là, il faut qu'ils trouvent des solutions. Il y a des négociations avec les gouvernements, mais c'est pas facile la vie d'agriculteur ces dernières années. Pourquoi on en entend parler présentement, c'est que dans beaucoup de fermes, s'il y en a un agriculteur qui en manque, bien, il va demander à son voisin pour l'entraider. Il n'y a pas de problème. Mais là, quand il en manque partout, il en manque partout. On doit diminuer de beaucoup le cheptel. Et déjà que c'est une charge mentale d'être un agriculteur. Mon Dieu Seigneur. Bravo aux agriculteurs. On a dit bravo aux infirmières, on a dit bravo aux agriculteurs aussi. Oui, c'est très important. Bien, le foin, c'est quand même la matière première pour nourrir nos différents animaux. C'est pas juste les vaches, il y a différents animaux qui sont nourris avec ça. Puis si je pense par exemple à une amie qui a un cheval, il mange pas n'importe quel foin. Non. Du foin bio. Tu ris, non, mais si un cheval n'aime pas le foin, juste la saveur du foin, il ne mangera pas. Bon. Ils sont difficiles. Ouais, ça reste un cheval. C'est mon rapport avec les animaux et des particuliers. Donc, est-ce que le gouvernement doit faire, parce qu'on sait que la financière agricole a dédommagé déjà les agriculteurs, c'est la plus grosse somme qui a jamais été versée aux agriculteurs cette année. Puis là, il en manque encore. En plus, on parle des brèches dans les accords commerciaux. Là, les agriculteurs, on dirait que c'est toujours eux qui sont acculés au pied du mur. Puis c'est pas facile d'être agriculteur. C'est des gens qui sont souvent très endettés parce qu'ils doivent toujours avoir la machinerie de fine pointe qui est demandée par les transformateurs. Là, ça en fait beaucoup sur leurs épaules, je trouve. Puis j'ai l'impression qu'on parlait de la valorisation du travail des infirmières. Je pense pas non plus que les agriculteurs sont vus comme en haut de la chaîne Et pourtant, c'est la base de la chaîne alimentaire pour faire des jeux de mots avec chaîne. J'ai un ami entrepreneur qui m'a dit une phrase qui m'a frappé au visage. Il dit « La meilleure façon de travailler et d'être pauvre, c'est de donner un service essentiel. » Ah. Bang. Si tu peux donner des produits de luxe, tu peux faire des services, les gens vont toujours être prêts à payer plus. Mais des services essentiels, c'est considéré comme essentiel, donc tu ne devrais pas charger. C'est assez frappant là, de penser comme ça. Et les agriculteurs, il faut dire, il y a plusieurs choses qui leur sont tombées sur la tête au cours des derniers mois. Oui. L'accord de libre-échange d'ALENA. Oui. Puis l'année d'avant, c'était l'accord avec l'Europe. Oui.
le nouveau guide alimentaire Mhm. qui vient diminuer l'importance des produits laitiers ou des différentes viandes, des différents produits animaux. Donc, ils sont acculés au pied du mur à un point où ils sont la question de diminuer le cheptel, je pense qu'elle doit être beaucoup plus envisagée par les agriculteurs que celui de diminuer. Parce que tu ne peux pas diminuer la production de lait d'une vache. Non, Tu ne peux pas. Mais c'est surtout qu'il y a des risques de maladies, de mammites, de problèmes. Tu ne peux pas diminuer ou tu ne peux pas jeter du lait. C'est le même travail puis tu n'as pas perdu. Non, c'est... Ouais. Puis en plus, c'est qu'environnementalement, si on investissait plus dans nos fermes locales, on achetait plus local, on les aiderait. 2, ça serait meilleur pour l'environnement. 3, on mangerait mieux parce que la viande transformée à l'autre bout du monde. J'ai réécouté avec mes étudiants le documentaire Food Inc. Là, dernièrement. Oui. C'était un peu troublant, là, tu sais. Fait que je pense que se rapprocher de ce qu'on mange, c'est essentiel. Pour ça, il faut aider nos agriculteurs. Il faut les encourager. Plus le cercle est serré géographiquement, moins de pollution, plus de fraîcheur, plus de connaissance des produits de la part des consommateurs. Là. Parce que là, les consommateurs, on achète Nutrineur, AgroPure et autres. Ça se fait dans le sud. Là. Puis ça revient. Il y a énormément d'essence. Il y a énormément de pertes financières pour le transport, pour les assurances du transport. Non, puis la qualité de la nourriture, là. Tu sais, les gens ne le savent pas, mais par exemple, les tomates, là, tu sais, ils sont mis vertes, là, puis ils les font mûrir à l'éthanol à l'intérieur des camions, là. C'est dégueulasse, là. Non, mais quand ça vient de l'autre bout du monde, là, mais tu sais, acheter de ce qui a été fait ici, c'est tellement... Les bananes sont le meilleur exemple. Quand on pense que les bananes, elles sont cueillies vertes, mais vertes... rideaux de télé là, qu'on voit, là, tu sais, quand on dit un écran vert, ils sont verts de même, là. OK? Puis ça prend 2 à 3 semaines. Je vais vous donner... Encore une fois, je vais parler de ma vie personnelle. Ma sœur, elle a 3 poules. Combien de temps les œufs de poule doivent être sur le comptoir avant d'être capable de faire des œufs cuits durs? Des œufs de poule frais? 7 semaines. Ah ouais. Ça te donne-tu un indicateur de ça fait combien de temps que les œufs qui sont à l'épicerie? Oui. De toute façon, tu sais, quand tu as des vrais œufs de poule, tu vois la coquille est dure, le jaune il est jaune foncé. Là, le goût est pas mal différent. Donc, il faut penser à resserrer. Ça va aider nos agriculteurs locaux. Ça va, ça va partager aussi les frais. Ça va partager aussi, on va être mieux en connaissance de leurs défis en rapprochant nos réseaux alimentaires. Autant au niveau des légumes, autant au niveau de tous les différents agriculteurs dans notre milieu. Achat local, décentralisation, principe de subsidiarité, moi je triple là-dessus. Parlant d'environnement, Énergie Saguenay, tu sais, qui veulent faire une usine de gaz liquéfié, de gaz naturel liquéfié à Saguenay, avec le gazoduc qui viendrait de l'Ontario, tout ça. Bon, on a tu sais, on ne sait pas trop, il y a plein de questions, c'est normal, l'étude du BAP. Mais là, je trouve qu'ils ont fait un move intéressant. Ils sont allés voir la chaire en éco-conseil à l'UQAC. Et là, ils ont demandé à Claude Villeneuve et son équipe, ils ont dit, nous, on va vous financer, puis on veut que vous soyez capable de transformer notre usine en une usine carboneutre. L'usine qui n'est pas encore construite, mais comme on veut la construire, donc on veut faire une usine carboneutre. Et je trouve ça intéressant parce que c'est un peu un modèle qu'il faudrait prioriser. Là. On voit beaucoup ça d'ailleurs dans les pays scandinaves. Valeur entrepreneuriale A1. Ben oui. Comme valeur entrepreneuriale A1, c'est vraiment extraordinaire. Cependant, c'est pas avoir une usine carboneutre, c'est que les impacts de l'usine soient carboneutres. Non, c'est certain que l'usine... Non, mais c'est... Oui, je comprends. Puis c'est bien parce que c'est l'argument de dire que ça va être le gaz naturel le plus vert au monde. Oui, excellent. Parce que l'utilisation du gaz naturel, comme par exemple dans les véhicules pour chauffer tes maisons, je ne connais pas la différence d'impact, mais en fait, c'est plus écologique que bien d'autres produits. Surtout s'il y a des fuites ou il y a des déversements, le gaz naturel s'évapore et puis il ne reste pas dans l'environnement. C'est un des gros avantages environnementaux. Cependant, même si à ce niveau-là, il est peut-être plus vert, s'il faut faire de la fracture hydraulique pour l'extraire, là, on vient de pas aider. Là. Non, je pense qu'il y a toujours du bon et du mauvais dans chacun des projets. Le fait qu'ils veulent être déjà le plus vert possible, excellent. Ils vont se rendre à quel point, je ne sais pas. Mais la chaire d'éco-conseil, je pense que c'est des gens très créatifs avec une excellente aussi. Avec une excellente connaissance de leur domaine. Ils sont reconnus pour ça. Puis, je pense aussi que ça va aider sur l'acceptation sociale du projet. Parce que oui, ça a été accepté,
Mais rien n'empêche que des gens peuvent encore manifester, peuvent encore mais ça fait vraiment une belle acceptation sociale. Ouais, on semble vouloir montrer de la transparence, vouloir, en tout cas, vouloir être du côté des citoyens, là. On comprend l'entreprise de vouloir faire des sous, c'est son rôle. Il faut! Mais en même temps, wow, de dire, ben parce qu'ils ne seraient pas obligés de Le faire faire par ça. le faire. Moi, je trouve que c'est une initiative qui est très, très, très intéressante. Bien vu. Mais là, on va attendre de voir les résultats. T'sais. Oui. Parce que peut-être que les chers en éco-conseil vont dire non, ça se fait pas. Ou ça se peut pas. Ou on ne sait pas. Mais là, l'idée, en tout cas, moi, je vais dire bravo aussi aux agriculteurs et aux infirmières. On a beaucoup de bravo à donner aujourd'hui, mais au niveau de l'économie, présentement, c'est des efforts qui sont nécessaires. Donc, je parlais en général d'économie puis notre santé, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de créativité de la part de notre population, l'ensemble de la population du Québec et à l'international. Et c'est important. Comment je pourrais dire? Il faut lever notre chapeau dans une situation où l'économie est on est en descente, là, on est en train de descendre au niveau de l'économie, et de faire valoir l'importance de l'écologie pareil. Non, de mais l'environnement. En fait, c'est le plus grand message, je pense qu'il faut comprendre au niveau de ceux qui trippent sur juste l'économie, c'est que l'économie verte, ça doit être l'économie du futur et que toutes les entreprises qui ont pris ce virage-là, bien, ils sont très rentables. Là. Hein? C'est pas l'économie du futur, c'est l'économie de maintenant. Oui, maintenant, mais le futur, Ce que je veux dire, c'est dans une heure. Non, mais je veux dire, quand je dis c'est l'économie de maintenant, c'est que ça a un impact maintenant. On le voit tout de suite. Oui, puis il va falloir que ça accélère. Donc, c'est un autre bravo. Moi, j'aime ça dire des bravos aujourd'hui. Les camionneurs indépendants, tu as le goût de parler de ça? Non, mais c'est des travailleurs autonomes qui ont énormément de travail. Puis c'est pas un domaine qui est attirant, qui est sexy pour les nouveaux les étudiants. Là. Mais non, mais c'est épuisant. Ils font des longues heures de route. Leur vie est constamment en danger. Ils sont sur la route, beau temps, mauvais temps. On chiale après eux autres. Oui, puis des fois avec raison, par exemple. Et en plus, ils font les chemins forestiers, tout ça. Et en plus, ce qu'on réalise, c'est que là, ils font plus d'argent. Ils n'ont plus de marge de profit. Puis à un moment donné, ces gars-là, ils veulent vivre aussi. Puis c'est essentiel dans l'industrie. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose. Je sais qu'il y avait une rencontre cette semaine. Je n'ai pas eu de nouvelles. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais sans eux, tout ce que vous voyez dans vos supermarchés, tout ce que vous voyez dans vos magasins grande surface et petite surface, tous les produits essentiels, ils viennent d'où? Ils viennent comment? Ouais. Ils viennent par ces travailleurs-là. Puis, ils ont une énorme responsabilité au niveau des routes. Ils ont énormément de législation à appuyer. Ils ont des délais de plus en plus serrés. Le prix de l'essence? Le prix de l'essence. Ils ont les assurances, le poids des environnementalistes aussi. Si on regarde au niveau à Bécomo, a résolu, ont changé leur mode de transport de la matériaux pour celui du train. Mais le train était 3 fois plus cher que de faire affaire avec des camionneurs. Oui, au niveau écologique, c'est super. Le train est beaucoup plus écologique. Mais au niveau économique, les transporteurs, ça vient quand même diminuer de beaucoup leur clientèle aussi, leurs besoins. Donc, c'est un pour ou un contre, mais c'est quand même un sujet très intéressant à étudier. Oui. Puis tu parlais des assurances. Là, j'écoutais en entrevue le président de leur regroupement. Il disait qu'il y a beaucoup de compagnies qui ne veulent plus du tout assurer les camionneurs. Tous ceux qui font des routes forestières, là, qui ne veulent plus les assurer parce qu'il y a beaucoup de bris, parce que bon. Mais là, je veux dire, ou quand ils veulent les assurer, c'est à des prix qui n'ont aucun bon sens. Fait que là, c'est une autre problématique, ça. Puis, OK. S'il n'y avait pas leur assurance, mais qu'il y avait un bon revenu qui leur permettrait eux-mêmes de s'assurer, ça ne serait pas si pire que ça. Mais tout est là. Ces gens-là ont le droit et ils veulent vivre aussi. Et encore une fois, c'est des vocations. Oui. C'est pas tout le monde qui va être prêt à rester tout seul dans un camion des 12 heures d'affilée, qui vont faire surveiller, qui vont avoir la responsabilité de leur charge, qui n'est pas légère, qui doit être bien attachée dans leur camion, qui doit... Ils doivent penser aux autres conducteurs parce que c'est gros, là. Je veux dire, puis on ne voit pas là-dedans. Excusez, je vous invite, chers téléspectateurs, si vous avez l'occasion, allez vous demander à un camionneur de juste s'asseoir à sa place dans la cabine. Ouais.
Quand j'ai suivi mon cours de conduite, j'ai eu la chance de faire ça et je peux vous dire qu'on change énormément notre manière de conduire autour d'un camion de cette façon-là. Parce que le camionneur, avec beaucoup de gentillesse, a dit « Tiens, je vais faire le tour, puis regarde à quel moment tu ne me vois plus. » Et il m'a marché toujours le même rythme. C'est pour indiquer à quel point, tu sais, par exemple, une petite voiture en arrière d'un camion, si elle est trop serrée, on ne la voit juste pas. C'est ça. Ou encore, des accidents qui arrivent, tu sais, une personne qui coupe Comme un si camionneur. ces véhicules-là, on était capable de freiner sur un 10. Mais comme si on était capable de les voir aussi. Parce que si tu as une différence d'à peu près 2 pieds avec le derrière et le devant de la calandre d'une auto, d'un camion lourd, si ton véhicule est moindrement petit, il ne te voit pas. C'est ça. Il ne te voit pas à cause de son moteur. Et je dois leur dire aussi bravo. À tous nos travailleurs. À tous nos travailleurs, mais aussi pour savoir reculer avec ces engins. Oh! J'ai de la misère avec la remorque à skidoo à mon J'ai de la chum. misère avec mon tracteur à pelouse. Écoute, c'est l'enfer. Dernier petit sujet avant la pause. Ubisoft Saguenay fête son premier anniversaire. C'est le fun parce que c'est une entreprise qui est dynamique, qui est installée chez nous et qui s'investit dans la communauté parce qu'ils ont développé avec l'UQAC, entre autres, des projets éducatifs qui vont du primaire à l'université avec des bourses. Puis on sait, j'écoutais le porte-parole nous dire il y a beaucoup de types d'emplois de demain qui on ne sait même pas qu'est-ce que ça va être encore. Fait qu'il faut beaucoup travailler sur l'intelligence artificielle, l'innovation pour voir, tu sais. Fait qu'eux sont là-dedans, c'est génial. J'adore Ubisoft parce qu'ils ont vraiment été en avance sur beaucoup de choses. Par exemple, savais-tu que chez Ubisoft, à travers le monde, il y a énormément d'historiens qui travaillent avec eux? Oui, ça je savais. Pour bien documenter les jeux et que ça soit réaliste. Hein. Pour que ce soit réaliste, mais par exemple, le dernier Assassin's Creed qui a été lancé, celui qui se passe en Égypte, pardonnez-moi, j'ai oublié le numéro, bien, il y a une partie que les écoles peuvent acheter et en réalité virtuelle, ils invitent les étudiants à se promener dans l'Égypte avec les morceaux, puis avec un guide, puis voir vraiment, là, ils racontent l'histoire en réalité virtuelle. Ils ont profité du jeu pour avoir cet impact-là. C'est A1. Donc là, on parle d'un impact au niveau de la communauté. Dans les bourses qu'ils donnent aux étudiants, savais-tu que le quart des bourses sont dédiées à seulement des femmes? Ah oui? Non, je ne savais pas. On dit pour valoriser la diversité parce que les femmes apportent un autre angle dans le travail. Ubisoft, personne... l'image qu'on a aussi, c'est que, mettons, les jeux vidéo, c'est un monde de gars. Je ne sais pas si c'est un préjugé. Mais... Et c'est un gros préjugé parce que maintenant, les jeux vidéo, oui, les jeux vidéo de plateforme au niveau de l'histoire ont longtemps été marketés, ont longtemps été publicisés comme un jeu pour les garçons. Ouais. Mais le premier jeu qui a été fait, qui a fait un gros boom, faut que je me rappelle, c'est quoi son nom? C'est... Mario Bros. Non! Mario Bros, encore une fois, les premiers héros, c'était des hommes. Et ils sauvaient la princesse. Ouais. Après un certain temps, la princesse est devenue un personnage. Mais c'est, chers téléspectateurs, s'il vous plaît, donnez-moi le nom de ce jeu. Mais on passe tout le long, on parle du capitaine. Et à la fin du jeu, on découvre que c'est une femme, le capitaine. Ça l'a fait un gros changement, un gros boom dans le milieu des jeux vidéo. Ça a été un moment historique. Et je dis ça, et je me souviens plus c'est quoi le jeu. Je m'en veux, je me tape les doigts. S'il vous plaît, donnez-moi la réponse. Question que je puisse me rectifier la semaine prochaine. Mais revenons à Ubisoft. Ubisoft lui-même, j'ai côtoyé Ubisoft à l'époque où il était seulement à Montréal. Et c'est un exemple en gestion des ressources humaines. C'est pas pour rien qu'ils gardent leur monde. Ils donnent pas les meilleurs salaires. On va s'enlever ça tout de suite. Mais ils donnent des conditions de travail. Ils donnent des conditions de travail originales. Il fait pas beau, tu peux travailler de chez vous. C'est beau aussi bon pour l'environnement. Tu veux travailler à minuit le soir parce que c'est le moment que tu es le plus à l'aise, tu as le droit. Tu as une carte. Ton poinçon, c'est quand tu mets ta carte en avant de la porte, puis quand tu ressors. À Ubisoft Montréal, j'ai trouvé ça tellement original. La majorité des employés qui sont vraiment dans la programmation des jeux, c'est des jeunes hommes, célibataires, souvent qui sont immigrants, des Français, des Japonais, qui sont souvent issus de l'immigration. Ils ont demandé aux jeunes hommes,
C'est quoi qui vous motiverait ou qui vous allégerait à la maison pour que vous ayez plus le goût d'être au travail? Le lavage, on est tanné, on ne veut plus rien savoir. Ils ont ouvert une buanderie sur le lieu du travail. Les gars arrivent avec leur sac. Puis à la fin de la journée, ils repartent avec leur sac. Le linge est plié, il est lavé, tout prêt. C'est entre cool et pathétique. Excuse-moi, si on te proposait de diminuer cette tâche-là, Ben, je trouve que ça prend pas de temps de faire du lavage. oui, mais si c'est une tâche puis c'est dur pour toi, c'est plate, Non, c'est une petite affaire qui fait que c'est plus le fun. Je choisirais autre chose, genre déneiger le matin. À Bussef Montréal, ils ont fait exprès. Montréal, on sait qu'il y a énormément de besoins de stationnement. Mais tous les vendredis, par exemple, c'est le vendredi bagel. À tous les vendredis, il y avait des bagels partout pour tout le monde le matin, avec un café. Le vendredi, quand ils ont fait une grosse semaine, payaient la bière, puis ils fêtaient dans les bureaux. C'est gars comme filles, tous les postes. Ils sont tellement valorisés dans leur travail, ils ont des spectacles sur le toit. Donc ça, je parle d'Ubisoft Montréal, mais Ubisoft Saguenay, par exemple, la flexibilité d'horaire, la valorisation, ils encouragent la politique d'Ubisoft mondial, c'est de valoriser les travailleurs s'ils veulent aller plus loin. Ouais. Aller chercher un doctorat en programmation 3D, aller chercher une spécification, ils vont l'encourager, ils vont payer une partie du salaire pendant les études. C'est le fun, c'est dynamique, ça donne beaucoup d'intérêt. Ça te donne l'intérêt à rester au travail. Puis rester au travail, mais rester avec ton employeur. J'ai bien aimé, c'est... performer aussi. C'est la mentalité des ressources humaines. La première fois qu'on a vu cette gestion des ressources humaines-là, c'est chez Virgin. L'entreprise Virgin Airlines et tout, là, Monsieur Richards. Eh bien, la mentalité, c'est forme-les pour qu'ils soient les meilleurs ailleurs, gâte-les pour qu'ils aient le goût de rester ici. C'est une bonne. Je t'arrête là-dessus parce que je trouve que c'est une belle place pour arrêter. Je te dis bravo à toi. Et nous, on arrête pour une petite pause. On vous revient tout de suite après avec d'autres informations. L'avenir cherche du monde comme toi. Trouve ta place à emploidavenir.gouv.qc.ca. Parce que vous ne pouvez pas toujours avoir un œil sur votre jeune. Parlez avec lui des risques liés à l'alcool et aux drogues. C'est parce que je fume du pot. Impossible que le cannabis fasse ça. Mais tu pourrais développer une dépendance. On est de retour avec, je sais que ça vous brûlait les lèvres de savoir, mais de quel jeu elle nous parlait tantôt? Tu l'as trouvé? Oui, c'est Metroid. C'est Capitaine Samus de Metroid. Bon, ça, c'est réglé. Bravo, hein, Metroid. Maintenant, on va parler d'autres choses. Je sais que tu travailles beaucoup avec les gens à Porte-sur-le-Lac, donc issus de l'immigration. Je veux ton avis sur la loi 9 proposée par le gouvernement Legault qui veut donc éliminer les dossiers de 18 000 personnes en attente, changer la manière dont nous allons accueillir les immigrants, comment ils vont avoir le choix ou non
d'aller travailler là-bas ou là-bas. Là, j'ai pas tout compris, mais je sais que tu es une spécialiste, ça fait que je te laisse le crachoir pour que tu déverses ton fiel. On va tout de suite changer la table. Je ne suis pas une spécialiste. Okay? Il y a des mais avocats en immigration. Il y a des... Mais mais c'est important même, de le dire. Je travaille là-dedans, mais je ne suis pas une spécialiste. Okay. Il y a des raisons légales dans ce que pourquoi je dis ça. La loi 9, je suis très mitigée sur le projet de loi 9. On va se le dire, c'est un projet de loi pour commencer, mais je suis quand même très mitigée. Pourquoi? Premièrement, oui, 18 000 dossiers qui sont au niveau du Bureau de l'immigration, de l'inclusion, le ministère de l'immigration, de la diversité et de l'inclusion sociale. C'est le nom du ministère présentement de Simon Jolin Barrette. Parce que ça fait entre 6 mois et 3 ans qu'ils sont en attente. La majorité de ces dossiers, c'est des demandes de résidence permanente. Donc, ils ne veulent pas être citoyens, mais ils veulent être capables de travailler avec un permis ouvert. Donc, de choisir leur employeur, choisir le lieu où ils vont travailler. Entre 6 mois et 3 ans, on peut avoir dépassé entre 3 000 et 15 000 $ pour faire la demande. La majorité, c'est des gens qui ne sont pas encore au Canada. Ça, c'est important. La majorité, c'est des gens qui ne sont pas encore au Canada. Souvent, c'est un employeur qui attend un travailleur. Par exemple, il y a le cas d'un forgeron à Montréal. Il n'y a pas ici d'études pour devenir forgeron professionnel. Donc, il fait venir quelqu'un de la Belgique. Mais il est dans ces 18 000-là. Donc, c'est enrageant pour l'employeur comme pour la personne qui est en attente d'avoir son droit de venir ici. Résidence permanente, c'est qu'ils ont beaucoup de droits, mais ils n'ont pas le droit de voter. OK. Donc, ils ne sont pas citoyens, mais ils ont le droit de vivre plus que 6 mois dans notre communauté. Et de travailler. Ils payent des impôts, mais ils n'ont pas le droit de voter. Donc, ça, il y a énormément de catégories. Ça, on pourrait faire une émission complète à propos de l'immigration. À ce moment-là, on invitera une personne spécialiste là-dedans. 18 000 dossiers. Est-ce que ces 18 000-là, c'est des gens qui peuvent répondre à la pénurie de main-d'œuvre ou qui vont être sous-utilisés? Comme on a parlé à la dernière mission où j'ai participé, la surcompétence auprès de nos immigrants, c'est très présent. Est-ce que c'est avantageux pour nous comme pour eux? Non. Cependant, on a une pénurie de main-d'œuvre majeure avec des gens qui sont prêts à venir travailler ici. Ils sont prêts à ne pas avoir le droit de vote, donc ne pas avoir de pouvoir politique, mais d'avoir une liberté de choix, de travail, de pouvoir participer à la communauté, de faire valoriser leurs compétences, de payer de l'impôt sans avoir le droit de voter. Quand même, il faut prendre ça en compte. Malgré j'en connais beaucoup de gens qui payent des impôts et qui ne vont pas voter. Ça, c'est un autre sujet encore. C'est correct. Mais, d'un autre côté, le système qui était en place depuis plusieurs années est très lent. Trop lent. Il y a énormément de vérifications au niveau légal. Il y a une vérification sur l'employabilité. Il y a une vérification aussi que la personne est économiquement pas rentable, mais elle peut survivre économiquement en arrivant. Parce que ça prend 1 à 2 ans avant d'être capable de financièrement être correct. J'ai été immigrant, je connais ça. Donc, ça prend... oui, mais pas nos téléspectateurs. Il faut démontrer aussi qu'ils sont en santé. On ne veut pas une immigration, quelqu'un qui va dire « Oui, je suis en pleine forme », puis en arrivant, il dit « J'ai le cancer ou le sida, je veux profiter de votre système de santé gratis. » Donc, il y a beaucoup de vérifications dans ce sens-là. Avec le nouveau système qui s'en vient, dans le fond, c'est que pourquoi le projet de loi 9 a été établi? C'est parce qu'il y a un nouveau système de classement qui est de présentation des demandes qui va arriver, qui va permettre de dire oui ou non. Dès que tu arrives, dire tu réponds à la pénurie de main-d'œuvre ou tu ne réponds pas à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, le chemin, c'est celui qui répond à une pénurie de main-d'œuvre, bien, ça va être encore plus rapide. Donc, c'est comme le nouveau système, on l'attend avec impatience. Ça va aider les gens à se trouver un emploi plus rapidement, à se trouver des milieux de travail intéressants qui vont vraiment répondre à leurs compétences. Donc, mais le 18 000... Je comprends bien ça, mais je comprends pas pourquoi on va flusher comme 18 000 dossiers à go. Moi aussi, j'ai un problème avec ça. Plusieurs alternatives ont été présentées au gouvernement et j'espère qu'ils vont être pris en considération lors du vote sur la loi 9. La première a été de renvoyer une demande à la personne qui ont fait leur demande et dire « Êtes-vous encore intéressé? » Entre 6 mois et 3 ans, là, il peut s'en passer des choses. Il peut s'en passer des choses. Les personnes peuvent déjà avoir immigré dans d'autres pays. Donc, ça serait une première chose. Deuxième chose, voici comment passe le système arrimage, parce que c'est le nom du nouveau système, si je me souviens bien. Bien.
on va vous rembourser une partie des frais de votre première demande et on vous offre de passer en priorité sur le nouveau système. Donc ça, c'est une deuxième alternative. Au lieu de toutes les flusher puis que les gens perdent de l'argent. Ouais. Surtout qu'il y en a qui sont déjà ici, qui ont des familles, qui ont, tu sais, Ça, encore une fois, comme je t'ai dit, on a cette perception-là. Et ce n'est pas le cas. La majorité des dossiers, des 18 000 dossiers, c'est des gens qui demandent à partir de l'extérieur du Canada. Je le comprends, mais il y en a quand même de ces cas-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas les traiter différemment, ces gens-là qui sont déjà ici, qui ont des familles? Bien, dans le système, dans la deuxième solution que je vous ai énumérée, celle de proposer que leur demande soit annulée, mais qu'ils soient comme transférés, qu'ils refassent notre système en priorité, bien, ça leur permettrait de ne pas perdre leur dossier. OK. Quand une personne a une fin de statut, mais qu'elle a déjà envoyé une demande, tu sais, ça arrive, là. Ils font une demande, mais, tu sais, ils ont les délais auprès d'Immigration Canada et Immigration Québec. Le plus court que j'ai vu, c'est 72 jours ouvrables. C'est quand même énorme. C'est 7 semaines. 7 semaines, ça, c'est quand c'est des semaines de 5 jours. Oui, oui. Donc, ça, c'est le plus court que j'ai vu. Une demande de résidence permanente, ça peut aller jusqu'à 2 ans et demi. Bien, ces personnes-là n'auraient pas perdu leur temps. Puis surtout que ça peut les aider dans leur dossier. Ils ont déjà un emploi, ils ont déjà installé, ils connaissent déjà la communauté. Donc, ça les aide déjà au départ. En les mettant sur la liste de priorités dans le nouveau système, leur période de statut, même si ça dépasse les 6 mois, ils sont capables de faire la preuve qu'ils ont fait la demande au départ. Donc, ils restent dans ce qu'on appelle un statu quo. Ils restent dans un statut entre leur ancien statut, les étudiants étrangers, par exemple, qui ont fini leur post-diplôme, qui sont en demande de résidence permanente, mais il y aurait encore le permis de travail ouvert jusqu'à ce qu'ils y ait leur résidence permanente. Post-diplôme, rapidement, c'est les étudiants internationaux, lorsqu'ils ont fini un programme de DEP ou une technique, ont le droit, ils peuvent faire une demande pour avoir un permis de travail qui est le même durée de temps que leur programme. OK. Entre 6 mois et 3 ans. Qui ont le droit de travailler. Quand ils finissent, ils peuvent le demander et j'ai rarement vu des refus. Et ces personnes-là ne sont pas encore citoyens, ne sont pas résidents, ils ont un permis de travail pour la durée. Et pendant le permis de travail, ça leur donne le temps de faire leur expérience, de démontrer la santé et tout. Et après, ils peuvent faire la demande de résidence permanente. Okay. C'est vraiment le principe d'immigration est beaucoup plus lourd qu'on le pense. Mais bravo, si tu n'es pas une spécialiste d'en savoir autant. Mais j'ai pas fini encore, c'est ça! Non, mais j'ai encore au moins une bonne question, là. Puis, dans le nouveau système, tu sais, la loi 9, d'où c'est qu'elle vient aussi? Le principe d'avoir moins d'immigrants pour mieux répondre à la pénurie de main-d'œuvre, les organismes, on est mitigés, mais à la fois soulagés. Parce qu'il y a énormément de nouvelles personnes, des nouveaux arrivants, des immigrants qui viennent au Canada, qui viennent au Québec et qui se retrouvent, pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, loin de là. Okay? Les gens qui viennent, c'est parce qu'ils veulent travailler, parce qu'ils veulent participer, puis ils veulent des meilleures conditions de vie que dans le pays où ils étaient. OK? Il faut se mettre ça dans la tête, là. Bien, moins de personnes, mais plus de qualité. Ça va nous donner le temps aux gens de faire des bons ambassadeurs puis de créer vraiment une diversité puis une meilleure force de frappe. Okay. Moi, ma question, est-ce que je peux la poser? Oui. Ce que j'ai compris, puis là, tu me diras si je me trompe, c'est qu'aussi dans le projet de loi, on disait on va leur trouver de la job, on va les placer dans les régions, etc. Puis déjà, on entend la contestation judiciaire par rapport à la Charte de droits et libertés sur le droit de circulation. On fait quoi avec ça? Ça, c'est complètement... Cette partie-là de la loi est contre la Constitution. Automatique. Oui, ça passera juste pas. C'est ça que je suis... Ça passera juste pas. Parce qu'au niveau du droit international, au niveau du droit de l'homme, on a le droit de circulation, on a le droit d'éducation, on a le droit de s'installer où on veut dans le pays où on a été. Donc, on peut les inciter à venir en région, mais on ne peut pas les obliger. On peut pas du tout, puis c'est point barre. Ça finit là. On est d'accord. Puis c'est très important, c'est nécessaire. Les gens ne viennent pas ici pour dire « Ah, ben toi, on va t'obliger pendant 2 ans à être en Gaspésie. » Non, les gens ont le droit, c'est aux communautés d'attirer les gens et d'être... On peut faire des programmes, les inciter, leur proposer des de l'accueil, de l'intégration, de la valorisation des compétences, mais on peut pas forcer les gens à aller dans une région ou dans une autre.
Ouais. C'est Impossible. ben, je dirais que c'est une pression psychologique énormément aussi. Parce que déjà qu'on est déraciné, mais là, on est obligé d'aller dans des communautés où, bien souvent, quand on est obligé, c'est la communauté n'est pas plus d'accord. Là. Oui, c'est ça. La communauté Fait qu'au niveau de d'accueil, l'intégration, c'est plus difficile. ça serait... Les gens vont prendre pour acquis, il est obligé d'être là, donc on peut faire n'importe quoi. Ouais. Donc, c'est ça qui, moi, me dérange le plus. Tu m'apportes sur un autre point. Dans la loi 9, il prévoit de dire on va faire passer un test des valeurs. Il faut lire le texte de loi. Il est disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Le texte de loi dit c'est les tests de valeur et de français, test de valeur de la Charte des droits de l'homme. C'est pas un test des valeurs québécoises, c'est les tests de valeur des droits de l'homme. OK, là, je mets une grosse parenthèse. Tu sais que pour être membre de l'ONU, il faut que ton pays respecte la Charte des droits de l'homme, dont, la Corée du Nord, le Turkménistan, toutes les dictatures du monde sont à l'ONU. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça, moi, là, j'ai un peu de misère avec ces beaux principes-là là, qui, au bout du compte... Moi, je voulais juste atténuer en disant c'est pas les chartes québécoises, c'est pas le scandale du PQ. Là. Oui, il n'y a pas de charte québécoise. Non, et puis s'il y a quelqu'un qui est capable de définir c'est quoi un Québécois, je veux le savoir, il va être capable de faire une thèse puis donner un doctorat puis il va gagner un prix Nobel. Pour ça, je suis sûre s'il est capable de définir c'est quoi la nation québécoise. OK? Déjà à la base. Mais, je trouve ça important de le dire parce que... ce qui fait peur aux populations locales, aux populations plus régionales, c'est les abus. Les abus qu'on peut voir extrêmes envers les femmes, envers l'esclavage, envers différents clients. Donc, tout dépend comment ça se passe. Puis pour la francisation, qui est l'autre partie, dites-moi combien de personnes au Lac-Saint-Jean sont très à l'aise en anglais. Au moins 4. Mais c'est quelque chose d'important à se dire, c'est que si la personne elle ne connaît pas bien son français, elle connaît un peu son anglais, elle va encore être stigmatisée dans les régions plus éloignées des grands centres. Donc, c'est important, c'est pas juste une obligation, c'est que c'est important pour leur accueil et leur réintégration dans les nouveaux milieux, pour éviter la stigmatisation, puis pour qu'ils se sentent plus accueillis et plus valorisés. C'est pas un luxe, là. C'est pour répondre aussi pour outiller les communautés d'accueil aussi à dire être capable de communiquer avec eux. Ouais. C'est pas un luxe. C'est plutôt le niveau de tolérance du français qu'il faut voir. Parce que quelqu'un qui est capable de s'exprimer ses besoins en français, c'est déjà bon. On ne va pas leur demander d'écrire la dictée Bernard Pivot, là. Mais au moins qu'ils soient capables. Moi, j'aurais de la misère. Hein. Ben, c'est ça. Mais il faut que la personne soit capable de s'exprimer et d'exprimer ses besoins. Mais ça, Pierre, il faudrait l'essayer une autre fois. Si on fait une émission spéciale sur l'immigration, je lance l'idée comme ça. Oui, parfait. Si on posait à des citoyens les questions que les personnes qui font une demande de citoyenneté au Canada doivent répondre. J'embarque, je vois déjà le potentiel humoristique. Juste ça. Juste ça. Moi, je l'ai vu, puis je dirais que 50% des questions, et je travaille là-dedans, je les connais pas. Ouais. Et je suis citoyenne canadienne. Donc, on devrait t'enlever ta citoyenneté. Je viens d'ouvrir une boîte de Pandore. Est-ce que ça... Tu sais, l'idée de faire un questionnaire sur les chartes des droits, Oui. un questionnaire de citoyenneté, pas mal de stock. J'avais cette discussion hier, on parlait dans un de mes cours de politique au cégep du mode de scrutin. Puis bon, on parlait de la réforme, puis on sait qu'il y a un parti qui avait amené l'idée à un moment donné de baisser l'âge pour voter à 16 ans. Puis là, on a discuté, puis il y a un étudiant qui me dit « Ouais, moi je trouve qu'à 16 ans, on n'a pas la connaissance, on n'est pas assez mature pour voter, on ne comprend pas assez le système politique. » Je suis d'accord avec ton raisonnement, mais dans ce cas-là, il faut enlever le droit de vote à 50 % de la population. On manque de connaissance de notre système, on manque d'éducation à la citoyenneté. Aussi, qui es-tu pour évaluer les connaissances de la politique? Parce que si on dit 50 ben, tu sais, les gens qui vivent avec l'Alzheimer, faut-tu leur enlever leur droit de vote? Y a-t-il un test des valeurs du citoyen qui doit le droit de voter? C'est ça, ça devient complètement... Ça devient socialement inacceptable et éthiquement complètement réfutable.
Super! Hey, il nous reste quand même quelques temps et j'ai un autre gros sujet que j'aimerais te poser et t'écouter là-dessus. Je vais juste le formuler ainsi. Maternelle 4 ans? Point d'interrogation? CPE, s'il vous plaît, CPE. On manque de place dans les écoles, on manque de profs, on manque de tout au niveau de l'éducation, surtout pour notre petite enfance. Les CPE, s'il vous plaît. CPE, un modèle là, qui est reconnu à travers le monde comme un des meilleurs modèles là, pour l'éducation de la petite enfance. Oui, puis qui est plus accessible, qui est plus flexible. Puis maternelle 4 ans, déjà, la prématernelle, les maternelles, c'est pas la prématernelle n'est pas obligatoire, hein, déjà à la base. Mais la maternelle 4 ans, c'est une charge de travail de plus. C'est une structure qui est complètement différente des CPE. Puis ça donne pas la flexibilité à l'enfant de s'amuser. Tous les éducateurs vont vous le dire, tous les profs vont vous le dire. La maternelle 4 ans, c'est pas la solution, c'est les CPE. Vraiment, donner l'accessibilité aux CPE. Tu voulais un court opinion, je pourrais t'en donner beaucoup plus longtemps. Moi, je pensais de lancer là-dessus, puis avoir à reparler pendant 8 minutes. Là. OK. Non, mais c'est un débat intéressant parce que là, ça va de tous les côtés. Bon, je comprends les gens des CPE de dire, ben non, nous, on a un service, il faut le valoriser, il faut pousser un peu. D'autre côté, ben il y a des tests de maternelle 4 ans qui ont été faits dans des milieux, tu sais, pour des enfants qui n'avaient peut-être pas accès justement au CPE, etc., qui ont semblé positifs. Mais à un moment donné, mettre ça à la grandeur. Là, on parlait au départ de 250 millions. Ça, c'était quand on l'a budgété en campagne électorale. Là, on parle plus de 700 millions. C'est beaucoup d'argent pour rajouter une nouvelle structure quand je trouve que déjà, il y en a pas mal. La petite enfance a énormément de structures, puis les maternelles 4 ans seraient accessibles aux personnes qui ont moins de moyens. Ça veut dire que c'est ton code postal qui va décider si tu as des moyens ou pas. Ça veut dire que les parents aient un bon salaire ou aient un mauvais salaire. S'il y a un mauvais salaire, ben les parents, ils sont moins bons parents. Je ne sais pas. Il faudrait nous faire passer le test des valeurs des parents. Tu sais, tandis que la valorisation des CPE donne un accès beaucoup plus simple aux personnes selon les revenus. Les CPE, pourquoi ça a été apporté, puis ça fait des années qu'on en parle, c'est que les enfants qui vivent dans des milieux de pauvreté connaissent que ça. Quand ils arrivent à l'école, ben, dès la première année, on voit des stigmatisations selon le revenu, comment tu es habillé, de quoi tu as de l'air. Donc, il y a déjà une stigmatisation faite de cette façon-là. Dans les CPE, c'est beaucoup moins imposant et c'est pour ça que c'est valorisant pour les valorisant pour les élèves, c'est-à-dire ils s'en vont dans les CPE, ils ne sont pas jugés sur leur apparence, ils s'amusent. Donc, ils peuvent connaître autre chose que la pauvreté. Ça laisse les enfants être des enfants aussi. Oui! S'il vous plaît. Moi, ça me fait capoter quand je vois des CPE trilingues. Là, tu fais, voyons, c'est quoi l'idée, là? C'est des enfants, il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils s'amusent, qu'ils développent leur littératie physique, il faut qu'ils, je sais pas, moi... Bien, si le trilingue est fait comme, à chaque fois qu'ils disent une consigne, ils disent dans les 3 langues, mais ils ne forcent pas l'enfant à l'apprendre, bien, tant mieux, j'ai aucun problème avec ça, mais il faut que l'enfant puisse jouer. Puis dans le système de maternelle, là, c'est comme à l'école. Ouais. T'es assis, des pépites. Non, c'est plus ça. Les maternelles, c'est plutôt... T'arrives, t'enlèves ta soute, t'as une heure, tu remets ta soute, tu 20 minutes, tu refais la soute, t'as une autre tâche, tu remets ta soute, tu t'en vas manger, t'es pressé, même faut que tu repartes dans 45 minutes, faut que tu repartes dans 45 minutes, alors remets ta soute, là en plus avec les pauses de 20 minutes qui s'en vient la récré d'après-midi. C'est une bonne idée, ça. Oui, je suis bien contente. Puis là, donc ils sont déjà dans une structure ultra pressante. Ils sont déjà dans une structure très lourde. Moi, j'aimerais ça en apprendre plus sur le sujet de la comparaison entre la maternelle 4 ans et les CPE. Mais je vous dirais, on a énormément d'excellentes éducatrices qui manque de place dans la MSC Maria Maria Chapdelaine. Bravo aux éducatrices à CPE où mes enfants sont allés. C'était exceptionnel. Là, ma fille est rendue à l'école, mais j'ai encore mon plus jeune qui est là et puis ils sont exceptionnels. Si tu connais des places de libre, moi, oui, on glisse sur un autre sujet que je trouve important qu'on en parle. L'accessibilité? Présentement, j'ai un problème, moi. J'ai une petite fille de 8 mois à la maison, mais je suis travailleur autonome, en plus d'être employée. Mon conjoint a un travail. Sais-tu à quel moment est la première place disponible à MRC Maria Chapdelaine? 4 ans? Non, la première place pour que je puisse faire garder ma fille, septembre 2020. Ouais. Et j'ai appelé les 24 places
de Dolbeau-Mistassini. Ouais. La plus proche est septembre 2020. Et là, vous avez rencontré Mme Annie-Pierre Routier, qui a un projet de garderie à heure atypique, qui a été refusé sous principe qu'il y avait assez de place. Ce n'est pas vrai. On est en pénurie de main-d'œuvre et on se prive d'une excellente main-d'œuvre sous principe. Parce qu'ils doivent rester à la maison pour garder les bébés. Oui, je suis contente. Moi, je suis heureuse d'être à la maison avec ma fille. Je l'apporte au travail. Je veux dire qu'il y a bien des clients qui aiment ça, voir ma cocotte quand j'arrive au travail. Mais ce n'est pas vrai qu'on a assez de place. Ce n'est pas vrai. Je suis une nouvelle arrivante. Je ne peux pas l'envoyer chez ma mère. T'as la tuque! Je peux pas aller chez ma belle-mère et peut-être de Drummondville. Je veux pas me priver de ma fille, là. Il manque de place. Puis en plus, une garderie à horaire atypique, là, ça veut dire que moi, quand j'ai des réunions à 9 h le soir, quand je veux m'investir dans ma communauté, quand je veux faire de la politique, quand je veux faire des enregistrements comme on fait ce soir, quand je participe à ma communauté, ben, je pourrais laisser ma cocotte. Les médecins, est-ce combien de médecins on se prive dans la région parce qu'ils ont des enfants, mais ils ont un chiffre de soir? Ouais. Les ambulanciers, toutes les personnes qui sont à l'horaire atypique. Puis il y en a beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, même moi, j'ai pas un horaire atypique. Là, le cégep, normalement, là, on commence c'est de 8 à 6. Des fois, je peux finir à 6 heures. Si je finis à 6 heures, je suis pas capable d'aller chercher mes enfants à la garderie. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est 1 piastre la minute quand tu es en retard après 5 heures. C'est un appel à Mme Guillemette. Je vous ai déjà envoyé un courriel à ce sujet-là. C'est une réalité de la communauté. Mme Annie-Pierre Routier s'est faite refuser par le ministère de la Famille parce qu'il y avait assez de place. Je suis la preuve que c'est pas vrai. Merci, c'est le fun de faire ça. Je te donne 10 secondes pour commenter la dernière nouvelle. Donald Trump va déclarer l'état d'urgence pour financer son mur. Dépenser des milliards pour quelque chose qui ne marchera juste pas parce que la majorité de l'immigration se fait par les airs ou par l'eau. Non, ça juste, là, c'est un problème d'ego, parce qu'il a fait... D'ego ou d'égout? Non, d'ego, OK? Oui, parce que ça me dégoûte, mais c'est un problème d'ego. Quand c'est rendu que tu penses que ton pouvoir est représenté par une affaire qui va être détruite le mandat d'après, parce que c'est... 8 milliards, là, sont rendus à 8 milliards, là, en tout cas. On en reparlera peut-être. Sinon, on vous souhaite, c'est là, bonne semaine. Hein? Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Joanie Riendeau de nous avoir éclairé de sa non-spécialité en immigration. Et là-dessus, nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine!